Bonjour, on est aujourd'hui avec Nicolas Méric, le CEO de DreamQuark. Nicolas, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Déjà, bonjour à tous, donc Nicolas Méric. À l'origine, j'ai un doctorat en physique des particules. C'est durant de ce doctorat que j'ai commencé à m'intéresser fortement à tous les aspects de l'intelligence artificielle, notamment puisque j'avais un sujet qui s'y prêtait bien. Et j'ai développé des nouvelles approches algorithmiques qui sont à l'origine de DreamQuark aujourd'hui. J'ai vu durant ce doctorat que les performances que j'obtenais étaient assez folles par rapport à ce qui existait sur le marché. Et j'ai décidé donc à l'issue de mes études de lancer DreamQuark sur la base de ces travaux de recherche à destination dans un premier temps des acteurs de la santé. Et on a donc pivoté assez rapidement pour se tourner vers le secteur de l'assurance et revenir plus tard vers le secteur de la santé. Donc on a une série d'algorithmes qu'on peut qualifier d'algorithmes intelligents qui sont utilisés pour valoriser les données des professionnels de santé et des acteurs de l'assurance et des services financiers qui les utilisent pour développer soit des nouveaux produits ou tout simplement améliorer la façon dont ils font de l'assurance ou de la façon dont ils font de la santé. Très concrètement, quelles sont les applications qui ont pu voir le jour aujourd'hui et à quoi sert cette intelligence artificielle? Alors nous, on a une vocation, c'est améliorer dans un premier temps la relation entre les assureurs et donc les assurés. Aussi donc faire en sorte que la chaîne assurantielle soit plus efficace. Donc il y a un certain nombre d'étapes dans la chaîne assurantielle. Dans un premier temps, c'est identifier les besoins des assurés, faire en sorte que l'on puisse répondre au mieux à leurs besoins et proposer donc les produits aux assurés qui leur correspondent le mieux. Comprendre les attentes en temps réel de ces assurés lorsqu'ils parlent et avoir une vision de leur satisfaction, faire en sorte d'avoir un traitement des sinistres et une récupération des informations lors du traitement des sinistres le plus efficacement possible. Donc on a différents outils. Un premier outil qui analyse la voix qui permet lors d'une hotline de mesurer précisément la satisfaction. Ensuite on a un certain nombre d'outils qui vont faciliter la compréhension des besoins et l'identification des actions à faire pour améliorer la relation avec les assurés. Ensuite travailler sur tout ce qui est prédiction du risque et prédiction d'un score de fraude qui permet de réduire le coût en identifiant mieux d'un côté les risques précis d'un portefeuille et puis les cas de fraude et in fine un outil qui permet d'extraire de l'information de formulaires de manière à faire en sorte que les assureurs aient cette information stockée le plus rapidement possible avec derrière des outils qui peuvent aussi mesurer la conformité de ces outils. Donc ça c'est pour l'assurance, et de l'autre côté on a des outils pour la santé, où un des premiers outils que l'on a développé avec une start-up qui est issue de DreamQuark qui s'appelle DreamUpVision. C'est un outil de diagnostic médical, de diagnostic de maladies ophtalmologiques à partir de fonds d'œil. Donc on a des images de rétine et sur la base de ces images de rétine on est capable de donner un diagnostic aussi précisément qu'un ophtalmologiste. Aujourd'hui d'une première maladie qui s'appelle la rétinopathie diabétique, qui est une maladie qui est la principale responsable de cécité avant 60 ans, qui touche principalement les diabétiques comme son nom l'indique. Et donc avec notre outil on est capable de non seulement diagnostiquer aussi bien qu'un ophtalmologiste, mais surtout faciliter le diagnostic dans les stades précoces de la maladie, ce qui permet non seulement de traiter plus tôt les patients et en les traitant plus tôt de réduire le coût du traitement puisque les traitements sont moins lourds et surtout permettent à la fin d'avoir moins de personnes aveugles puisque le principal problème de cette maladie c'est qu'une fois que les symptômes apparaissent, la maladie est déjà à un stade trop avancé et c'est très compliqué de soigner la personne à ce moment-là. En opérant dans le domaine de la santé, est-ce que vous faites face à beaucoup de contraintes réglementaires en France? Alors le secteur de l'assurance et le secteur de la santé sont des secteurs extrêmement réglementés. Du point de vue de la santé, un des aspects c'est qu'on doit avoir ce qu'on appelle un certificat de conformité, un agrément qui s'appelle l'agrément CE. Ça permet de valider non seulement la validité de l'outil d'un point de vue médical, mais surtout faire en sorte que le gain pour le patient soit réel et donc on définit les fonctionnalités que l'on veut mettre dans l'outil. Ces fonctionnalités doivent être décrites, validées d'un point de vue médical par un médecin. Et donc en interne, on a un Chief Medical Officer qui doit valider l'outil du point de vue médical et ensuite les données, soit elles sont complètement anonymisées, dans le cas où elles ne sont pas anonymisées, elles doivent être sur des serveurs agréés de données de santé. On a bien sûr donc tous les contraintes de la CNIL et on est très vigilant
de bien les appliquer. Les serveurs doivent être bien sûr localisés dans le pays. Après, ça dépend des pays, mais la plupart du temps localisés dans le pays où le patient est diagnostiqué. Donc ça fait un certain nombre de contraintes, bien sûr des contraintes de sécurité, donc un code qui doit être parfaitement sécurisé, donc une vraie vigilance sur l'écriture des codes informatiques que l'on développe. Et puis c'est la même chose dans le cadre de l'assurance, c'est-à-dire que les données doivent être, si c'est des données de santé, sur des serveurs agréés de données de santé. Ensuite, on doit avoir un certain nombre de contraintes de conformité, de sécurité, faire attention à ce qu'on fait avec ces données. Ça donne des contraintes sur des modèles, lorsqu'on utilise des modèles algorithmiques qui utilisent les données en entrée. On doit avoir certaines contraintes puisque ça doit répondre à des codes, donc code de l'assurance, code de la mutualité et code de la sécurité sociale. Donc c'est un certain nombre de contraintes et la force de DreamQuark, c'est de travailler fortement sur toutes ces contraintes qui fait que non seulement on est à la pointe en termes de capacité de modélisation à l'aide de nos algorithmes intelligents, mais aussi en termes de sécurité et de conformité et de connaissances réglementaires. Et donc c'est tout ça qui fait la valeur de DreamQuark aujourd'hui. Qui sont les personnes membres de l'équipe de DreamQuark et quelles sont leurs compétences? Alors, donc on a deux équipes, une qui est dédiée fortement à Dream Vision, qui est une société à part, qui travaille proche de DreamQuark, et puis ensuite on a une équipe dédiée à DreamQuark. Donc aujourd'hui on est à peu près 13 personnes chez DreamQuark, avec autour des associés qui nous apportent énormément de conseils. Donc chez DreamQuark on a une personne en charge donc de tout le développement commercial, Adelaine Camoun, une personne en charge du marketing, Cécile Tiacan, une personne qui s'occupe aujourd'hui pas mal de finances, ressources humaines et puis toute la partie office management, Isabelle Rio, puis une équipe technique à la pointe, donc avec des personnes qui sortent des meilleures écoles, qui étaient très bien positionnées dans ces écoles, donc Axel Gogozo, Adrien Bess, Benoît Schmoch, Jérémy Abitboul et Juan Restrepo, qui sont l'équipe originelle en développement de DreamQuark. Et puis à côté, donc, on a Dream Up Vision, donc, avec Ekaterina Bess qui est la CEO de Dream Up Vision. Ensuite, il y a une personne de DreamQuark qui travaille fortement sur les aspects développement avec Dream Up Vision qui est en stage chez nous et que l'on va recruter, donc Johan Ferret. Et puis une série d'associés, des anciens de l'assurance, des anciens de la santé, des personnes qui ont une expertise en financement, aussi donc un chief medical officer, Trin qui est à l'origine notre chief marketing chez Dream Vision, Edouard Collas qui est aussi le chief medical officer, qui ont une vraie compétence en santé et qui nous apportent des conseils et une activité au quotidien. En tant que start-up, est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement par une structure? Alors on a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs structures. On a travaillé à l'origine, donc on était à Calais, on a bénéficié de quelques accompagnements donc de la ville de Calais. Ensuite on a été à Paris et donc on a bénéficié d'un vrai accompagnement de la part de l'incubateur de Télécom Paris Tech qui a fait un magnifique travail pour nous accompagner. Et puis après on a été dans plusieurs accélérateurs. Au début on était donc dans l'incubateur d'AXA, on a ensuite été dans l'accélérateur d'Alliance qui nous a vraiment accéléré, tout comme nous a accéléré Deloitte au Portugal dans le cadre de leur programme UP, Digital Disruptor for Insurance. Et donc tout l'ensemble de ces comptes nous ont apporté un vrai accompagnement pour structurer, mieux comprendre l'assurance. Aussi aujourd'hui ils continuent de nous accompagner pour améliorer notre produit et faire en sorte qu'il y ait un vrai développement commun qui bénéficie non seulement donc, à ces acteurs mais au secteur de l'assurance et au secteur de la santé tout ensemble. Tu parlais de Deloitte Portugal. Est-ce que le développement international fait partie de vos challenges actuels? Alors dès le départ, on a pensé à DreamQuark et puis aussi Dream Vision comme des entreprises internationales. Ce sont des entreprises qui ont une activité forte aujourd'hui en France, qui est notre premier marché, mais on commence à se développer sur plusieurs pays. DreamQuark commence à se développer vers la Suisse. On est dans plusieurs programmes aussi aux États-Unis. On est dans un programme qui s'appelle Venture Clash, qui est un programme de financement, donc d'accompagnement au financement donc, aux États-Unis avec l'État du Connecticut. On a fait partie des demi-finalistes et là on est dans ce programme depuis un mois pour aller vers la finale. On est aussi dans un accélérateur NET20 en France, donc avec aussi l'ambassade américaine et Business France.
Donc le marché américain est un marché particulièrement intéressant pour nous et qui est aussi pas mal dans nos esprits, et on est en train de structurer la stratégie d'entrée sur ce marché en allant en participant à des conférences comme speaker, et puis aussi en faisant partie de ces programmes d'accompagnement et d'accélération. Et puis on regarde l'ensemble de l'Europe aussi, donc à la fois la Grande-Bretagne, l'Allemagne, donc comme je disais la Suisse, l'Espagne, le Portugal et puis l'Italie. Est-ce que votre profil de scientifique a été un atout pour le démarrage de DreamQuark? C'est à la fois un atout et un inconvénient, on peut dire. C'est un atout parce qu'on a développé des outils, et le fait qu'on ait ce profil de scientifique montre qu'on a la capacité de développer des outils innovants et qui sont reconnus comme innovants, comme plusieurs prix nous l'ont accordé. Après, ça a été initialement un désavantage aussi, puisque pour beaucoup de personnes, on est des scientifiques, on était académiques, et on pouvait difficilement développer un business du point de vue de certaines personnes, ce qui n'est pas du tout vrai. Mais ça reste un aspect où les gens associent beaucoup notre profil scientifique à un profil académique, où les gens se posent toujours la question, est-ce que les académiques sont en mesure de développer un produit qui va rencontrer un marché? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a pris à l'envers, c'est qu'effectivement on avait des compétences scientifiques qu'on a mis à profit dans le développement de ces algorithmes. Et puis derrière, on a commencé, avant de se lancer dans le développement d'un produit, par comprendre nos clients, par comprendre les besoins qu'ils avaient. On a fait un vrai travail d'accompagnement de ces clients en travaillant dans un premier temps comme conseil. Donc on a commencé par réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut vendre nos technologies. Une fois qu'on avait réussi un peu à vendre ces technologies, on s'est posé la question de comment on transforme cette technologie qui était sous une forme d'une librairie qu'on savait très bien utiliser en un produit qui répond parfaitement aux besoins, parce qu'ils nous ont communiqué les besoins qu'ils avaient. Et donc aujourd'hui, on travaille sur ce produit qu'on commence à commercialiser. Et donc on a dès le départ vendu, et c'est parce qu'on a commencé à vendre qu'on a ensuite on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant de recommencer à vendre pour développer une entreprise qui va grossir. Et les derniers mois ont été vraiment chez DreamQuark orientés vers transformer DreamQuark en une vraie entreprise avec ses aspects process, les postes clés qui étaient attribués, où on s'est posé pour trouver les bons candidats, les personnes qui adhéraient dans un premier temps à notre philosophie, qui adhéraient à nos valeurs, qui avaient vraiment la même ambition que nous, une ambition assez forte de développer non seulement en France mais à l'international. Et une fois qu'on a maintenant cette équipe, ces process, et qu'on a préparé tout pour la croissance, on réfléchit maintenant à croître et à aller sur les marchés clés, les marchés qui ont été définis dans notre stratégie. Et en termes de vision de long terme, qu'est-ce que vous avez en tête? À quoi ressemblera DreamQuark dans 10 ans? Alors ça reste un peu dans ma tête, je ne vais pas donner mes idées pour 10 ans. L'idée de DreamQuark dans 10 ans, c'est avant tout, on l'espère, une grande entreprise. Une entreprise dont la France pourra être fière. On parle beaucoup du Made in France, et on espère chez DreamQuark être un véritable acteur de cette French Tech et de ce Made in France dont on fait beaucoup de communication aujourd'hui. L'idée de DreamQuark, c'est d'être un acteur innovant. On est tourné vers le futur, donc c'est aussi d'être un acteur qui va s'adapter aux révolutions. Aujourd'hui, on a cette révolution de l'intelligence artificielle, il y a d'autres révolutions qui vont arriver. Je pense que l'intelligence artificielle, il y en a pour 10-20 ans avant de vraiment développer des systèmes que l'on pourra qualifier d'intelligents. Pour l'instant, on peut les considérer artificiels et qui répliquent assez bien certaines tâches de l'homme de manière très efficace, mais ça reste encore des êtres humains qui développent ces algorithmes et qui font en sorte que les algorithmes répondent à des tâches. Peut-être qu'à un moment donné, les algorithmes identifieront d'eux-mêmes les tâches qu'ils devront adresser. Donc là, on arrivera à un certain degré d'intelligence, et DreamQuark a cette volonté de devenir un acteur majeur de l'intelligence artificielle, pas seulement en France, mais à l'échelle internationale. On espère bien sûr devenir un acteur incontournable de l'assurance, où on va pouvoir permettre aux acteurs de l'assurance de se moderniser rapidement, de transformer la chaîne de leur côté de traitement, non seulement des sinistres, pour la rendre plus efficace, plus courte, et faire en sorte qu'il y ait un vrai gain de qualité de la relation client et de satisfaction client. Donc c'est un gros aspect que l'on développe chez nous, et qu'on soit une plateforme pas seulement pour l'assurance, mais que d'autres acteurs puissent utiliser aussi les outils que l'on aura développés, les différents algorithmes, la philosophie autour de ces algorithmes que l'on aura développés. Et puis dans le secteur de la santé,
Au travers de DreamUp Vision, on espère aussi devenir un acteur incontournable dans un premier temps du secteur ophtalmique et puis à plus long terme d'autres secteurs, bien sûr en ayant une stratégie orientée vers les professionnels de santé et faire en sorte que en améliorant donc, le quotidien du travail donc, des professionnels de santé, on améliore derrière le quotidien des patients qui seront mieux soignés plus tôt et à qui on évitera les problèmes de la dégénérescence de certaines maladies que l'on aurait pu anticiper en dépistant beaucoup plus tôt ces maladies. Donc ça c'est ce que fait DreamQuark, DreamUp Vision. On a chacun une vision commune, des marchés différents, mais une vision commune d'améliorer la vie et le quotidien des gens à qui il arrive un sinistre, puisqu'une maladie ça peut être vu comme un sinistre, et puis bien sûr le rôle de l'assurance est d'indemniser les sinistres qui ont eu lieu. On espère derrière, au travers de ces algorithmes, changer un peu ce modèle qui ne deviendrait plus un modèle d'indemnisation, mais vraiment un modèle de prévention où les assurés ne paieraient pas pour être remboursés, mais les assurés paieraient avant tout pour que le risque n'arrive pas, puisqu'on préfère que le risque n'arrive pas plutôt que d'avoir même un peu d'argent, en sachant qu'on peut avoir perdu pas mal de choses derrière une fois qu'un sinistre a eu lieu. Merci Nicolas Méric d'avoir répondu à ces questions pour Presse Citron. Et puis on souhaite une bonne continuation à DreamQuark. Merci beaucoup.